Bonjour, merci d'être présent pour cette présentation. Concernant la programmation et l'ingénierie dans le domaine de la biologie médicale, on a deux volets sur cette présentation. Une première autour de la programmation et d'essayer de voir un petit peu les intérêts de cette mission de programmation. Et la deuxième partie, c'est le suivi de ces études de programmation et de voir comment l'ingénierie, dans le domaine de projets de restructuration de laboratoire, avec toutes les contraintes que cela comporte, comment l'ingénierie doit être menée pour arriver au meilleur des résultats. Alors, je remercie tout d'abord le docteur Cassagno d'être présent, médecin anapathe au CHU de Nantes, et monsieur Damien Kossic, direction des services techniques à l'hôpital Saint-Louis-la-Rivoisière, qui apporteront leur témoignage et leur expérience sur des missions qu'on a pu mener en partenariat avec eux, que ce soit au niveau de la programmation et au niveau de l'ingénierie. Donc on a comme ça une revue large sur l'ensemble de ces deux éléments. Il est bien évident qu'interviendra sur la partie ingénierie mon collègue Sébastien Chaume, bien entendu. Excuse-moi Sébastien. Alors, quels sont les enjeux dans ce domaine de la programmation de la biologie médicale? Il y a trois éléments qui nous apparaissent importants à prendre en compte, que ce soit au niveau de la programmation, au niveau de l'ingénierie. C'est la biologie médicale est un domaine avec des très grandes variétés d'activités, j'y reviendrai tout à l'heure. Contrairement à d'autres services qu'on peut retrouver dans un hôpital, la biologie est extrêmement variée de par ses disciplines et d'autres éléments, j'y reviendrai. Et puis surtout des grandes spécificités. C'est-à-dire que chacune des activités composant le laboratoire est très spécifique et a sa propre réglementation et ses propres normes. Deuxième élément, c'est les complexités techniques des locaux à restructurer. On va avoir un ensemble d'environnements très particuliers, contraintes majeures dans des projets de restructuration où il va falloir s'intégrer à l'environnement et aux locaux en place. Ensuite, c'est l'évolutivité de ces activités-là. On est dans des domaines où les évolutions technologiques sont majeures, où la réglementation ne cesse d'évoluer, où les normes sont extrêmement importantes, et ce, quelles que soient les disciplines que l'on rencontre. Donc autour de ces différents enjeux où il faut répondre par la positive, il y a quelques facteurs clés de succès, et ça va être un petit peu le fil rouge de cette présentation, que ce soit au niveau de la programmation et de l'ingénierie. C'est bien comprendre l'importance des études programmatiques. Deuxièmement, la concertation à toutes les phases, et ça on y reviendra, sans concertation entre les utilisateurs et la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage et le programmiste, et par la suite les utilisateurs, les ingénieurs, bureaux d'études et architectes et la maîtrise d'ouvrage. Sans ces éléments de concertation qui prennent peut-être un peu de temps, je pense qu'on n'arrive pas à faire un vrai projet, surtout de restructuration, qui est encore plus complexe qu'un projet de construction des nouveaux. Et enfin, le troisième élément, c'est le suivi par l'expert en biologie programmiste sur les phases de conception et de micro-implantation. C'est-à-dire qu'on pense qu'avoir un côté sachant, alors là on prêche un peu pour notre paroisse, mais être en capacité d'assister le maître d'ouvrage et les utilisateurs sur ce qui se fait dans le domaine de la profession en ayant des exemples sur d'autres sites permet d'avoir un dialogue tout au long des différentes étapes du suivi de la programmation et du suivi des études. Très rapidement, si je reprends le contexte, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet autour de la biologie, puisqu'on intervient aussi dans d'autres domaines hospitaliers? C'est qu'il y a un contexte quand même qui est très particulier. La biologie a ce site spécifique. Il y a tout d'abord une organisation et un process très particulier à respecter entre le pré-analytique, l'analytique et le post-analytique. On a une succession d'étapes depuis les consultations, le prélèvement, le transport et la réception, alors qu'il se fait en dehors du laboratoire. C'est aussi important à prendre en compte. Le laboratoire en fait commence déjà dès les services, puis une prise en charge de l'échantillon qui se fait au niveau du laboratoire, qui peut être aussi très variée selon les disciplines, l'analytique de grande routine, l'urgence, l'analytique spécialisée, puis ensuite le post-analytique qui est aussi extrêmement important depuis le rendu du résultat, le traitement des déchets et la mise en place de l'ensemble des biotech, sérotech et autres tech, mais extrêmement important dans des projets de programmation et d'ingénierie, puisqu'il faut trouver de la place. Et ce n'est pas Mme Cassagno qui me contredira sur le besoin de plus en plus croissant des mètres carrés qui peuvent être extrêmement importants. On arrive maintenant sur des projets où on est sur des techs qui font bien entendu plusieurs centaines de mètres carrés. On est bientôt à 800, 900 mètres carrés pour certains regroupements de laboratoires. Donc une organisation et un process à respecter. Et là, on y reviendra, très compliqué à mettre en place quand on est dans de la restructuration.
grande variété d'activités à prendre en compte, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les disciplines biologiques sont nombreuses, biochimie, hémato, microbio, anatomo-cytopathologie, immunologie, pharmaco, j'en oublie plein. Des disciplines universitaires qui en plus se complexifient de par la mise en place de plateformes qui permettent à ces disciplines de s'interconnecter. Il n'y a pas si longtemps, et là je parle sous votre couvert, Mme Cassagno, l'ANAPAT était un peu dans son coin. Maintenant, l'ANAPAT sans les plateformes de biologie moléculaire, sans l'hybridation, ce serait plus franchement de l'ANAPAT. C'est des éléments extrêmement importants. Donc on complexifie, on a plein de disciplines, on a plein de passerelles et de ponts qui relient ces différentes disciplines. Donc là encore, toujours dans ce sujet de réorganisation et de restructuration in situ, garder à l'esprit ces éléments communs qui font qu'en fait on a un seul et même plateau et c'est parfois difficile de les restructurer en l'état. Enfin, différentes tâches à effectuer puisqu'on n'a pas que de l'analyse, il y a du tertiaire, il y a de la technique et il y a beaucoup de logistique à prendre en compte dans des projets de restructuration de laboratoire, que ce soit pour faire transiter des échantillons, que ce soit pour les stocker, que ce soit pour faire parvenir les réactifs, les consommables. Le laboratoire ne tourne pas sans ça. Et on l'oublie parfois un peu trop souvent lorsque l'on programme différentes activités de laboratoire. Des spécifications techniques très particulières, là encore à prendre en compte au stade de la programmation dans le code de la restructuration. C'est des milieux à empoussièrement contrôlés, c'est des locaux où on doit avoir certaines contraintes de biosécurité, des laboratoires de type L2, L3. C'est des locaux qui nécessitent des charges au sol particulières, je pense notamment à tout ce qui va être microscopie, que ce soit de la microscopie électronique, balayage, transmission qui sont extrêmement lourds, et des problèmes de vibration qu'il faut prendre en compte là encore. Pas toujours facile à prendre en compte lorsque l'on restructure des laboratoires, donc dans le choix des emplacements, il sera nécessaire de prendre en compte tous ces éléments-là. Enfin, le dernier point dans ce contexte très particulier, c'est la réglementation et les normes à respecter qui sont toutes plus complexes les unes que les autres et surtout qui évoluent et qui sont de plus en plus contraignantes. Et ceci est renforcé par le fait qu'il y a une très grande variété de disciplines. Juste, et je vais aller assez vite pour laisser la parole aux autres, la programmation, si je reprends juste, je me suis amusé à reprendre la définition des fiches pratiques de l'INRS. Un programme, c'est un document de référence auquel se reporte tout au long du projet la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, le groupe projet, ainsi que le futur exploitant. Il est l'expression de la demande du maître d'ouvrage en termes d'objectifs et de besoins. C'est-à-dire que le premier élément d'un programme, c'est de pouvoir traduire les besoins. Le deuxième élément, c'est de se conformer aux évolutions des technologies. On parle d'évolution globale des besoins dans le domaine de la biologie. Comment est-ce que l'on réfléchit en termes de modularité, de flexibilité, et ce, avec toutes les contraintes d'une restructuration, pour se caler à cette évolution des technologies. Le troisième élément, c'est au regard du maître d'œuvre, il doit permettre de concevoir le projet en traduisant ses objectifs en données techniques et architecturales. C'est ce qu'on appelle le cahier des charges de conception. Donc il s'agit de préciser l'ensemble des spécifications. Donc là, on arrive derrière à un cahier des charges pour la maîtrise d'œuvre et je laisserai tout à l'heure la parole à Sébastien qui nous parlera de la partie plus ingénierie avec l'ensemble des complexités de l'ingénierie dans la restructuration. Ce qui est important et ce sur quoi je voulais insister à ce niveau-là, c'est qu'en fait, en termes de programmation, quand on veut restructurer in situ dans le cadre de réhabilitation, il nous est de plus en plus souvent demandé à la fois de mettre en place des locaux en fonction d'une activité et de contraintes techniques, mais également en optimisant le laboratoire, en étant de plus en plus efficient, ce qui fait qu'on passe automatiquement par une phase de réflexion et d'audit sur le fonctionnement même des équipes. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc pour nous, il y a 4 grandes étapes à respecter sur un projet de restructuration en termes de programmation. Première, c'est la partie diagnostic et analyse de l'existant. C'est ce qu'on appelle, nous, la partie entretien avec les utilisateurs, audit du fonctionnement actuel, et également visite technique du bâti. Ces 3 éléments doivent se faire de manière parallèle, concomitante. C'est une concertation étroite avec les partenaires et les utilisateurs. C'est être à l'écoute et être force de proposition. Nous, en tant que programmistes,
afin de maîtriser les échanges avec le personnel médical et non médical. C'est-à-dire qu'on se doit d'être en capacité de discuter avec des gens dont c'est pas le métier de faire de la programmation ou de l'architecture. Alors, on a la chance d'avoir certains médecins qui adorent les projets et qui sont des bâtisseurs, ou moins qui prennent plaisir à concevoir leur futur outil de travail. C'est pas le cas toujours. Donc il faut qu'on soit en capacité, en termes de programmistes, d'avoir le langage qui permet d'obtenir un certain nombre d'informations nécessaires lors des concertations quand on discute aussi bien avec des techniciens de laboratoire, avec des cadres, qu'avec des médecins. Donc on n'a pas forcément les mêmes points de vue et on n'a surtout pas forcément le même point de vue que le client qui est le maître d'ouvrage. Et on va avoir la direction, voire même les tutelles qui imposent un certain nombre d'éléments dans ces étapes de programmation. Le deuxième élément, c'est le programme fonctionnel. C'est un schéma assez classique qu'on appelle chez nous un diagramme de Venn. Il va traduire les besoins en termes de locaux. C'est une cible organisationnelle. Celle-ci est très spatiale. J'ai envie de dire qu'elle correspond à l'ensemble des programmes, mais elle n'est pas spécifique à un programme de restructuration en laboratoire. Il faut aller plus loin pour la restructuration en laboratoire. Il faut être en capacité d'évaluer, comme j'expliquais tout à l'heure, les étapes d'optimisation et de fonctionnement. Alors ici, je vous ai présenté un schéma qui présente des plannings de postes. Ici, chaque ligne représente un poste de travail et on évalue les temps techniciens par poste qui nous permet d'évaluer le nombre de postes nécessaires. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, où de plus en plus dans cette phase d'audit, on est dans l'obligation maintenant d'optimiser le laboratoire, de le rendre efficient. Et rendre efficient le laboratoire, c'est pas simplement diminuer le parc d'automates ou diminuer les surfaces, c'est aussi travailler sur les ressources humaines. Et nous, on pense que dès les étapes de programmation, il faut prendre en compte ces éléments-là. Et ça fait partie intégrante d'un projet de restructuration. Donc ici, un autre schéma, c'est ce que j'appelle l'approche ressources humaines, avec planning de travail et répartition des postes de travail. Ici, on voit chaque équipement et on affecte un certain nombre de TP. L'idée, c'est qu'on doit aboutir à un programme de surface, et que ce programme de surface, il doit provenir d'une étude des postes de travail, et que c'est l'étude poste par poste qui nous donne en fait les dimensionnements et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur j'ai 40 mètres carrés et je vois ce que je peux mettre à l'intérieur, c'est j'ai telle fonction à remplir, j'ai besoin de tel équipement avec telle ou telle ressource humaine, et à partir de là, je suis en capacité d'établir un bilan surfacique. Donc ici, je vous présente une estimation linéaire des équipements de paillasse. On a des techniques qui nous permettent d'évaluer en mètres linéaires le nombre d'équipements à positionner, et on a des règles de calcul qui nous permettent d'aboutir à des surfaces et des mètres carrés. L'intérêt, c'est que véritablement, on programme en fonction, là encore, du poste de travail, de la fonction, et non pas l'inverse. Là encore, les facteurs clés de succès, c'est on doit prioriser les enjeux et choix. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans un programme, on va se poser plusieurs types de questions, et ces questions vont être différentes selon la nature même de l'opération. Donc on a besoin, nous, en tant que programmistes, de discuter là aussi bien, et là je reviens sur la concertation, on y reviendra tout à l'heure, puisque je demanderai à nos témoins d'apporter leur vécu là-dessus, mais il nous apparaît indispensable, alors que ce soit au niveau du programmisme, mais également Sébastien dira la même chose au niveau de la partie ingénierie, de la partie études, de pouvoir prioriser les enjeux. Ça peut être, alors là j'en ai cité, mais c'est accroître la lisibilité de la biologie, c'est améliorer les performances des laboratoires, rationaliser le parc d'équipements, développer les plateformes communes, développer l'innovation, favoriser le transfert de nouvelles technologies. J'ai envie de dire, c'est souvent tout ça. Le fait de mettre des degrés de priorité sur chacun de ces items va nous permettre de modifier parfois le programme. Enfin, l'élément important, c'est la définition des organisations qui doit permettre l'élaboration du programme de surface et non l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas les surfaces qui doivent nous obliger, nous amener vers une typologie organisationnelle, mais l'inverse. En termes de faisabilité, qui est la troisième étape et qui est une des étapes les plus importantes quand on restructure. Quand on travaille des novos, j'ai envie de dire que la faisabilité est extrêmement simple. On fait une faisabilité économique au ratio, on construit 10 000 m² de laboratoire dans un champ. Une fois qu'on a fait, qu'on a amené les utilités, je pense que tout le monde est capable de le faire. Pour de la faisabilité en termes de restructuration dans le monde hospitalier en fonction des locaux qu'on nous donne, je pense qu'il faut mener quatre faisabilités en parallèle. C'est ce que j'ai appelé les faisabilités spatiales, la faisabilité technique, la faisabilité économique et la faisabilité calendaire.
Alors, faisabilité spatiale, il faut être certain que le programme de surface que l'on a, sur lequel on a abouti avec les utilisateurs, avec la maîtrise d'ouvrage, rentre dans le périmètre qui nous est alloué. Et s'il ne rentre pas, est-ce qu'on a d'autres possibilités d'aller chercher des surfaces soit connexes, soit un peu plus loin? L'autre, c'est la faisabilité technique. Est-ce que j'ai la capacité de poser mes gaines, de poser mes équipements? Est-ce que la charge au sol des bâtiments le permet, etc., etc. Et là, je laisserai Sébastien peut-être revenir là-dessus. C'est la faisabilité économique, tout simplement. Faisabilité économique en termes de coût de réhabilitation, c'est-à-dire coût de travaux, mais également une faisabilité économique en termes de retour sur investissement. Réduction du parc d'équipement, économie sur les réactifs, économie sur le biomédical, économie sur les ressources humaines. Et enfin, c'est la faisabilité calendaire. En restructuration, on est souvent sur des opérations tiroirs, sur des rocades. Là, je pense que M. Kossig va nous en parler très bientôt. C'est assez complexe de pouvoir mener un projet de restructuration en biologie parce qu'elles sont, comme je vous l'expliquais, c'est très technique. Et à la fois, rarement, je crois que ça ne m'est jamais arrivé, d'avoir des surfaces nues sur lesquelles on pouvait lancer les travaux et passer directement aux étapes de maîtrise d'œuvre. Donc là-dessus, on a 4 faisabilités en fait à mener en parallèle. Et c'est comme ça qu'on arrive à un projet qui fonctionne. Le risque, c'est d'aboutir autrement et lancer une maîtrise d'œuvre qui fonctionne mal. Enfin, et je terminerai là-dessus, c'est la rédaction du PTD. C'est le cahier des charges, hein, c'est le document final que tout le monde connaît en termes de programmation. C'est rédiger des spécifications techniques générales et particulières. Il faut élaborer un cahier des charges. La question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où le programmiste doit aller dans la définition de ces spécifications. Jusqu'où il est dans la programmation ou est-ce qu'il intervient dans la maîtrise d'œuvre. C'est un grand débat. Nous, on essaye d'être le plus précis possible. Peut-être un peu trop, je ne sais pas. Sébastien, je te laisserai dire. Il y a un élément qui m'apparaît par contre essentiel. Ici, je vous présente une fiche technique par local que tous les programmistes connaissent. Il y a un élément qui m'apparaît essentiel qu'on voit très mal ici, mais qui concerne l'ensemble des équipements qu'on doit trouver dans un local. Nous, on insiste pour y positionner tous les équipements, même ceux qui ne font pas partie du marché de maîtrise d'œuvre. Que ce soit les équipements informatiques, les équipements de stockage froid, les équipements analytiques. Ça nous permet de dimensionner le nombre de prises, voir s'il y a une corrélation entre les utilités et les équipements, s'il y a une corrélation entre les linéaires paillasse et les équipements. Ça nous permet de vérifier, et là on prémâche le travail pour l'ingénierie, mais également les dégagements de chaleur. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans des environnements où on demande une maîtrise des températures, eh bien, il faut que la partie ingénierie, bureau d'études soit en capacité de connaître les dégagements de chaleur. Donc ça permet de pouvoir les calculer. Donc si je devais juste faire une petite précision sur ce PTD, parce que je ne veux pas rentrer dedans, c'est bien indiquer l'ensemble des équipements, même si c'est au stade, je veux dire, de rentrer dans le bâtiment, mais de l'ensemble des équipements qui composeront ces laboratoires. Donc voilà sur la partie un peu programmation, ce que je vais expliquer d'une manière assez simple sur ce qu'était un projet de restructuration de laboratoire avec ce qui m'apparaissait comme étant les facteurs clés. Peut-être, Monsieur Kossig, vous pouvez revenir sur un retour d'expérience par rapport au projet La Riboisière que vous avez mené, qu'on a mené ensemble, sur justement ces différentes spécificités et là où la programmation, en fait, il a fait travailler sur cette programmation et quels étaient les avantages, les inconvénients, la contrainte, les besoins autour de cette programmation. Donc bonjour à tous. Donc je m'occupe de l'ensemble des travaux sur les hôpitaux Saint-Louis, La Riboisière et Fernand Vidal. Donc un groupe hospitalier composé de 3 établissements, dont 2 établissements de court séjour. Alors les laboratoires sont situés sur Saint-Louis et La Riboisière, donc avec des fonctionnements différents, avec à la fois des locaux neufs pour certains laboratoires, des locaux vétustes sur d'autres. Alors, dans le cadre de son évolution, le groupe hospitalier n'avait pas les moyens en fait de rénover l'ensemble de ces laboratoires dans leur configuration actuelle. Et donc, nous avons fait appel à Helix pour nous accompagner dans la définition de notre programme, c'est-à-dire quels étaient les laboratoires qui devaient rester à La Riboisière, quels étaient les laboratoires qui devaient aller sur Saint-Louis, et lesquels devaient être présents sur les 2 sites. Et donc nous avons recherché un partenaire qui était sachant, je veux dire, et qui connaissait bien les différents laboratoires, car même si certaines personnes
connaissent plus ou moins les laboratoires dans l'hôpital, par exemple des ingénieurs biomédicaux et bien entendu les services des laboratoires. Nous avions besoin de quelqu'un qui ait une bonne vision des fonctionnements de laboratoire, qui sache remettre en cause nos fonctionnements, nos process, qui nous permettent donc de découvrir d'autres fonctionnements et qui permettent également de nous comparer à d'autres, que ce soit en termes de process et de fonctionnement, de services apportés aux services de soins, ou aussi en coût et en coût d'équivalent en temps plein, par exemple, par rapport à des unités d'œuvre de laboratoire. Donc, nous avons élaboré d'abord un projet d'organisation spatiale des laboratoires, c'est-à-dire d'implantation. Nous avons travaillé sur toute la première partie qu'expliquait M. Brochard, sur les transports. C'est comment améliorer les transports des services dans le laboratoire. Saint-Louis était en pointe par rapport à la Riboisière, puisqu'il bénéficie d'un transport automatique, d'une réception commune, d'une plateforme ensuite automatisée. Et donc, une partie du travail a comporté sur comment améliorer le transport. Et donc, le bureau d'études nous a accompagnés sur la définition du projet, sur également le fonctionnement, sur les temps de retour en investissement, sur l'effectif final. Donc, ça a été pour nous particulièrement important. Ensuite, nous avons travaillé aussi sur l'automatisation, c'est donc surtout donc sur la Riboisière, comment à partir de la réception commune automatiser un certain nombre d'examens. Alors, sur l'organisation spatiale, nous avons, une fois que les implantations des différents laboratoires étaient définies, où est la toxicologie, la bactériologie, nous avons travaillé donc sur le fonctionnement des laboratoires en eux-mêmes. Et là, donc, les réflexions ont été intéressantes, car actuellement, nos fonctionnements sont surtout le résultat de l'histoire et des contraintes de locaux et de l'histoire du fonctionnement des services. Et nous avons eu un certain nombre de débats avec certains laboratoires sur comment organiser les postes de travail entre certains laboratoires qui demandaient un poste de travail par agent, par exemple. Nous avons beaucoup travaillé, par exemple, nous avons regroupé 2 services de génétique sur un site qui fonctionnaient différemment, qui avaient aussi des unités de recherche différentes. Et donc nous avons travaillé avec le programmiste pour définir quelle était la meilleure organisation, comment regrouper certains locaux donc qui pouvaient être regroupés, et comment bien organiser les flux et faire en sorte de bien traiter le fonctionnement courant et également d'améliorer l'organisation pour les locaux de recherche. Donc ça a été particulièrement important. Alors, un point qui a été aussi particulièrement important, donc c'est Monsieur Brochard en a parlé, c'est les coûts de fonctionnement. C'est-à-dire que nous, comme tous les autres hôpitaux, les projets actuellement ne se font que s'il y a des temps de retour intéressants, indépendamment des gains de fonctionnement et des gains par exemple, de rapidité de traitement des prélèvements. Et donc le programmiste nous a aidé à définir les postes de travail pour chaque laboratoire et donc de définir un temps de retour pour chaque opération, donc qui nous permet en fait d'obtenir des financements, sachant qu'ils ne sont pas encore tous acquis actuellement, mais ils commencent à arriver. Et donc ça, c'était particulièrement important. L'aspect ROCAD a été aussi particulièrement important pour nous, parce que les surfaces étaient contraintes et nous avons été plutôt sur de la réduction de surface. Mais malgré cette réduction de surface, il est nécessaire, par rapport aux locaux actuels, de trouver des solutions de ROCAD. Et le programmiste nous a beaucoup aidé en ce sens, notamment en mettant au point ces ROCAD avec les utilisateurs et nous. Parfait. Merci. Peut-être, Dr Cassegno, pareil, la partie un petit peu insister sur la partie concertation au niveau de la programmation sur vos laboratoires. Vous venez d'arriver dans des nouveaux locaux de restructuration. La partie programmation, qu'est-ce que vous retenez de ces éléments-là par rapport à ce qu'on a pu décrire?
En fait, cette partie programmation, effectivement, elle est essentielle. Je parlerai du problème des surfaces. C'est vrai qu'on nous demande d'indiquer des surfaces pour nos différentes pièces dans un laboratoire, mais ça demande effectivement de réaliser tout un travail avant de pouvoir annoncer effectivement une surface, puisqu'il faut savoir ce qu'on va faire dans ces surfaces-là, comment on va se réorganiser, effectivement quel est le mètre linéaire de paillasse et comment on va fonctionner. Donc c'est un exercice particulièrement difficile et dans un laboratoire, on n'est pas des professionnels de la création d'un laboratoire et on a vraiment besoin d'une aide extérieure. Alors l'essentiel effectivement à ce stade-là et à tous les stades d'un projet, c'est le dialogue et on l'a trouvé avec Helix et Ceris. Voilà, tout à fait. Donc je vais passer la parole à Sébastien sur la partie plus ingénierie, du coup de notre thématique sur la réhabilitation des laboratoires. Ouais. Merci Hugues. Pour basculer sur la partie donc ingénierie liée au laboratoire de biologie médicale, moi je voulais faire une petite introduction sur l'importance de la réussite, on va dire, de tout projet, surtout sur la réhabilitation. Il y a trois grands critères qui pour moi sont majeurs. C'est la cohésion, la communication et l'échange. Hugues a un petit peu parlé de tout ça en prélude d'oral. Moi, je réinsiste également qu'au stade de la prise en main du dossier par le groupement maîtrise d'œuvre, le groupement ingénierie, donc constitué principalement d'une ingénierie et d'un architecte, nous, on a été vraiment attentifs à ces trois sujets, donc cohésion, communication et échange, avec l'ensemble des intervenants. Alors, quand je dis ensemble des intervenants, c'est bien entendu le programmiste qui arrive en prélude sur les projets, mais c'est également toute la partie cadre et utilisateur, donc représentée par Madame Cassagno, les responsables travaux, les ingénieurs travaux et l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc constituée de l'ingénierie et des architectes. Pour nous, c'est trois critères qui sont révélateurs de la réussite et de l'aboutissement d'un projet maîtrisé par l'ensemble de ces intervenants. C'est majeur et c'est nécessaire. Alors, pour argumenter un petit peu tout ça, on a souhaité prendre comme exemple un projet de réhabilitation qu'on a eu récemment. Et ça a été réceptionné en 2014, mais on a commencé à travailler dessus en 2012. En fait, c'était la réhabilitation d'un plateau technique, donc de 3000 m², rassemblant donc entre autres un service d'anapath et un service de biologie, donc sur 3000 m². En fait, on nous a mis à disposition donc une surface dans un rez-de-jardin qui a nécessité donc une prise en main importante et non négligeable de l'existant, de l'environnement existant bâtiment. Donc, quand je parle environnement existant bâtiment, donc ça prend en compte tous les aspects techniques liés au bâtiment, donc la partie infrastructure. Là, par exemple, sur ce plan-là, on sait que sur de la réhabilitation, il y a des points durs. Entre autres, les points durs pour nous, c'était les cages d'escalier, le patio, les cages d'ascenseur, les circulations périphériques sur la zone existante, parce qu'en fait, on venait exploiter et prendre en main une zone qui était connexe à une zone qui était en exploitation, donc desservie déjà par des circulations importantes, et sur lequel il fallait qu'on vienne se greffer pour ne pas on va dire pénaliser le workflow du rez-de-jardin. Donc c'est des éléments structurels qui sont majeurs. Et entre autres, dans ce problème de réhabilitation, dans ce projet de réhabilitation, on avait également des problèmes de retombées de poutres importantes sur ce rez-de-jardin qui ont lourdement, on va dire, impacté l'organisation technique. Alors là, je parle plus technique, fonctionnelle et entre autres aérolique, lié au process des laboratoires à la fois de biologie, donc anapath et génétique.
Donc là, on a parlé plus des contraintes structurelles liées au bâtiment. Après, donc, il y a eu des contraintes, comme je le disais, plus techniques liées aux process mis en place dans ces laboratoires. Il faut savoir que les laboratoires d'Anapat et de biologie de manière générale sont énormément consommateurs en air, à la fois en air neuf pour amener le potentiel technique pour protéger les laboratoires, comme le disait Hugues tout à l'heure, des L1, des L2, des L3. Donc on est obligé de confiner, de protéger ces laboratoires. Donc on a besoin d'un volume d'air important, mais on a aussi besoin d'extraire beaucoup de zones techniques, des zones de travail pour les utilisateurs. Et ces besoins en air et ces besoins en extraction génèrent des gros volumes et des grosses sections de gaines qui sont des fois difficilement appréhendables dans des travaux de réhabilitation. Et là, pour le cas du projet de réhabilitation, donc du rez-de-jardin de l'Hôtel Dieu, en fait, malheureusement, on n'a pas eu trop de solutions pour faire cheminer ces réseaux, à la fois donc d'extraction et d'air neuf. Et on s'est servi en fait d'un point dur qu'on avait donc identifié au préalable, donc qui était le patio de la zone en question, pour faire cheminer l'ensemble donc des réseaux d'extraction et d'air neuf. Néanmoins, tout ça a aussi généré, donc là c'est de l'extérieur, mais ça a aussi généré une contrainte importante pour les utilisateurs, c'est la hauteur sous plafond à l'intérieur des laboratoires. En fait, en prélude de projet, on était parti sur des hauteurs sous plafond aux alentours des 2,50 m, et on s'est vite rendu compte qu'avec tous ces volumes d'air à véhiculer à la fois en extraction et en air neuf, que cette hauteur de 2,50 m, malheureusement, elle n'allait pas pouvoir répondre aux exigences et aux contraintes qu'on s'était imposées au départ de 2,50 m. Donc on est plus revenu à une hauteur de 2,20 m dans l'environnement du projet. On a parlé donc des contraintes techniques. Il y a des contraintes fonctionnelles aussi liées aux utilisateurs. Donc ces contraintes fonctionnelles, c'est dans le cadre du PT1, c'était l'environnement TPO, donc tout ce qui est transport pneumatique, et aussi il a fallu bien entendu respecter le workflow que les utilisateurs nous avaient imposé via le programmiste Helix et via les échanges qu'on avait pu avoir tous ensemble. Pardon. Une dernière petite contrainte sur l'environnement du projet, c'était plus une contrainte de confort. En fait, quand le service Anapat a basculé de Jean Monnet en rez-de-jardin, on s'est rendu compte que, c'est pas nous qui nous sommes rendus compte, c'est les utilisateurs nous ont mis en avant que il y aurait sûrement un problème de luminosité en rez-de-jardin et ça allait pas dans le bon sens du confort et du bien-être des utilisateurs. Avec l'architecte, on a essayé de trouver une solution, toujours en corrélation avec les utilisateurs. Donc on a pas mal échangé avec Madame Cassagno et ses services pour essayer de trouver une solution pour égayer un petit peu cet environnement. Donc du coup, on a essayé de valoriser, un sujet colorimétrie dans toute cette surface qui allait amener un confort visuel, mais aussi un confort de travail dans cette zone très valorisante et très intéressante. Du coup, j'ai un peu mangé ma première question. Je voulais poser à Madame Cassagno. Je suis désolé, Madame Cassagno, mais je vais quand même vous en passer la main. J'aurais voulu connaître votre ressenti justement sur ce travail de cette cohésion, cette communication, ces échanges qu'on a pu mettre en place depuis le prélude du projet jusqu'à la réception des installations. Donc effectivement, cohésion, communication, échange, comme le disait Sébastien Chaume tout à l'heure, c'est des mots-clés très importants qui en fait sont des clés de voûte pour la réussite d'un projet. À une des extrémités du spectre,
dont je faisais partie. Il y a les utilisateurs, médecins, techniciens, secrétaires, et à l'autre extrémité, il y a les professionnels de la construction et de l'aménagement de locaux de biologie, programmistes, architectes, ingénieurs. Alors ces acteurs doivent bien sûr travailler ensemble autour d'un projet, communiquer, alors qu'a priori ils ne parlent pas le même langage, et au début c'est effectivement ressenti comme une difficulté, un peu comme quand on parle à un informaticien. Donc, lorsqu'a été décidée la création d'un nouveau service d'anatomie pathologique au CHU de Nantes, on a compris qu'il s'agissait pour nous d'une véritable opportunité. La question n'était pas seulement d'avoir des mètres carrés supplémentaires, des murs neufs et des paillasses neuves. Notre ambition allait bien au-delà, et on s'était fixé deux objectifs majeurs, qui étaient le respect du workflow et le respect des règles vis-à-vis du risque microbiologique et toxique. Alors, le challenge, c'était effectivement de créer un laboratoire neuf et de ne pas transposer des organisations vieillissantes existantes dans les anciens locaux. Afin de saisir cette opportunité, on a d'abord essayé d'avoir l'adhésion de l'ensemble du personnel à ce projet, adhésion qui au départ était difficile puisqu'on passait de locaux qui avaient beaucoup de lumière naturelle, qui étaient très agréables à ce point de vue-là, mais petits, vers des locaux pratiquement dépourvus de lumière naturelle, mais bien sûr beaucoup plus grands. Donc nous avons mis en place des groupes de travail avec une coordination qui était assurée par une cadre qui malheureusement a changé 3 fois au cours du projet, et par moi-même. Donc chaque groupe de travail a pris en charge la réflexion autour d'une pièce ou d'un ensemble de pièces, et on a ainsi pu obtenir l'adhésion de l'ensemble du personnel, une 40aine de personnes, à ce projet, et c'est un des premiers éléments important pour la réussite d'un projet. Le deuxième élément très important, c'est d'avoir en face de nous une maîtrise d'œuvre avec des interlocuteurs de qualité et enthousiastes. Et là, c'est vrai que les intervenants de la société Elix et de Ceris avaient une très très bonne connaissance de l'aménagement du laboratoire et ont montré un réel souhait de créer quelque chose avec nous. Le troisième élément important, c'est d'avoir eu la chance de pouvoir, malgré des métiers très différents, trouver un terrain de communication. Alors cette communication, c'est de l'écoute, du dialogue, c'est des réunions, des questions, des réponses, des interrogations, des propositions, des arbitrages. C'est également beaucoup de temps. Les utilisateurs, c'est sûr, quand on se lance dans un projet comme ça, il faut être prêt à y engloutir énormément de temps. Également beaucoup de temps de la part de la maîtrise d'œuvre. Alors ce fut très vivant, dans un respect mutuel. On a avancé pas en pas avec une réelle ambition qui était partagée. C'est vrai que la réussite d'un projet, c'est vraiment le résultat d'une ambition partagée entre les utilisateurs, donc maîtrise d'ouvrage, et la maîtrise d'œuvre. Aujourd'hui, le bilan à 2 ans presque de l'intégration de nos nouveaux locaux, on a encore conscience aujourd'hui que ce fut une formidable aventure collective. On sait que grâce à notre travail, on a fait très très peu d'erreurs. Et que l'ensemble du personnel n'envisagerait plus aujourd'hui de retourner dans nos anciens locaux malgré la lumière naturelle, mais c'est vrai qu'on est bien installé dans nos locaux et riche de cette expérience. On se lance aujourd'hui dans un nouveau projet au CHU de Nantes avec la création d'un nouvel hôpital à l'horizon 2023. Merci Madame Cassagno. Pour rebondir un petit peu sur ce que Madame Cassagno disait, il y a eu une réussite, on va dire, sur ce projet-là, mais cette réussite, elle est aussi inhérente à un choix que la maîtrise d'ouvrage avait fait sur ce projet. En fait, on se rend compte que la mission de maîtrise d'œuvre de base, c'est une chose, mais le choix des options du type études de synthèse et études d'exécution maîtrisées par l'équipe de maîtrise d'œuvre apporte une réelle valeur ajoutée au projet. Et pourquoi ça apporte une réelle valeur ajoutée au projet? Parce que l'ingénierie, c'est l'architecte, c'est Elix
c'est le collège d'intervenants qui construit ces études d'exécution, ces études de synthèse, et qui impose au final aux entreprises exécutantes un choix qui a été validé bien en amont de tout ça et qui va dans le sens de répondre aux exigences et aux recommandations et aux contraintes que à la fois Elix et les utilisateurs et les cadres nous ont imposé pendant tout le projet, pendant tout le stade des études. Et pour mener à bien toutes ces études d'exécution, à l'époque le BIM n'existait pas, Revit n'existait pas, donc il a fallu qu'on trouve un palliatif à tout ça. L'idée a été de mettre en place des carnets de développés, sur le projet. Alors qu'est-ce que nous on a appelé carnet de développé? En fait, on est rentré dans le détail des zones de laboratoire, de toutes les zones du laboratoire, donc des 3000 m² de laboratoire et de zones tertiaires, parce qu'il n'y avait pas que 3000 m² de laboratoire. Mais bref. Et sur cette base-là, donc sur la base donc des fiches locaux et des études, des préétudes qui avaient été faites, on est rentré dans le détail au mètre linéaire près, de paillasse posée, au détail de la prise de courant, au détail de la position du robinet, tout ça. Tous ces détails, tous ces carnets de détails qui ont été établis donc sur le projet. Bien entendu, ça a mobilisé du temps. Énormément de temps à la fois côté maîtrise d'œuvre, mais également côté maîtrise d'ouvrage, ingénieur travaux et toute équipe. Donc c'est vraiment donc un travail collégial. Ça a permis de limiter les erreurs et d'aller dans le sens d'un plateau technique de qualité et répondant surtout aux exigences des utilisateurs. Alors, une petite dernière question, peut-être à Madame Cassagno sur tout ça. Quel était votre ressenti par rapport à justement à l'intérêt de toutes ces études d'exécution? Est-ce que pour vous, ça a été réellement une image de réussite et ça a poussé à la réussite du projet? Alors effectivement, les plans, c'est un élément clé dans le dialogue. C'est la transposition sur le papier par les architectes et les ingénieurs de choses que nous-mêmes nous avions gribouillées sur du papier quadrillé, puisqu'on n'est absolument pas des professionnels de la construction ou des plans. Alors, nous avons bien sûr appris à lire ces plans et surtout à vérifier que l'ensemble des éléments qu'on souhaitait figurer dans une pièce y figuraient réellement. Alors pour les plans déroulés, je me souviens que nous avons demandé, vu la complexité de ces plans, de ne pas les regarder. Ça n'a pas très bien fonctionné, on n'a pas pu résister. Donc effectivement, c'était le dernier élément sur lequel on a fait d'ultimes vérifications. Mais je crois et je me souviens bien qu'à ce stade-là, on avait vraiment plus beaucoup de modifications à apporter. Mais c'est vrai que c'était un réel plus. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus, c'est peut-être effectivement d'avoir des plans 3D qui parlaient peut-être beaucoup plus aux utilisateurs que les plans déroulés dont on a pu disposer. Alors à l'époque, on n'avait pas Revit, on n'avait pas le BIM. Maintenant. Donc j'apporterai un complément. Donc pour ce type d'opération sur les laboratoires, donc nous demandons aux équipes de maîtrise d'œuvre d'aller assez loin dans la synthèse, dans les plans, de manière à bien anticiper les contraintes du bâti, de bien anticiper les passages de réseau. On a parlé bien entendu du pneumatique qui se généralise un peu partout, mais les réseaux de ventilation sont aussi importants, les fluides spéciaux. Ça peut avoir un impact aussi sur la configuration des locaux, l'amener de lumière naturelle, faire en sorte qu'il n'y ait pas de surprise. Ça sécurise le planning aussi, puisqu'il y a moins d'incertitudes, moins de débats au moment de la mise au point des plans d'exécution. Et ça sécurisait également le coût, puisque les entreprises ont quelque chose de plus sûr, et je pense qu'elles prennent moins de marge d'incertitude dans leur prix. Très bien, merci. Voilà. Donc on a fait le tour de ce que l'on voulait vous présenter aujourd'hui, donc sur ces deux thématiques, programmation et ingénierie. On retiendra, si je dois retenir 3-4 éléments pour conclure cet échange, c'est programmer et avoir une faisabilité, avoir une concertation avec un échange avec l'ensemble des partenaires, qu'ils soient utilisateurs, maîtres d'ouvrage, programmistes, maîtres d'œuvre, tout au long du projet. Être en capacité d'apporter des éléments d'expertise et surtout de comparaison avec d'autres sites pour faire évoluer
les organisations, être au fait des nouvelles technologies actuelles et à venir, être tout au long du projet dans l'échange avec l'utilisateur et là dans la définition même des plans avec une importance toute particulière dans le cadre d'une restructuration sur ce qu'on appelle un peu l'interface équipement-bâtiment, puisque là évidemment on est très contraint. Il faut s'adapter à une structure qui existe et on a beaucoup moins de latitude que dans de la construction. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, notamment à poser à nos témoins, nous sommes à votre disposition. Merci. Dans quelle mesure vous vous remettez vraiment en question, c'est-à-dire vous faites un travail de remise en question sur vos habitudes de travail. Donc vous venez de parler de prise en compte de la technologie, de comparaison avec d'autres sites qui peuvent exister. Mais est-ce que finalement vous, je m'adresse à vous parce que vous êtes l'utilisateur final, est-ce que vous profitez vraiment d'un changement comme ça pour repenser les méthodes de travail, repenser, avoir un pas vers l'avenir qui est différent de celui que vous avez pratiqué auparavant? Et comment vous êtes accompagné dans ce sens-là? Oui, effectivement. Effectivement, c'est ce qu'on a fait. Je pense que ça marche bien. Effectivement, c'est ce qu'on a fait. On était dans un laboratoire vieillissant avec des surfaces petites. Donc, chaque fois qu'on devait rajouter un équipement, on le rajoutait finalement là où il y avait de la place et ce n'était pas forcément logique. Donc, ce qu'on a vraiment souhaité faire et notre réflexion, et c'était vraiment une des bases de notre réflexion, c'était le respect du workflow. Donc, on a vraiment une marche en avant du prélèvement qui, dans un service d'anatomie pathologique, se justifie pas complètement pour des raisons microbiologiques, mais qui sur le plan organisationnel est vraiment très important. Et donc ça aujourd'hui on en profite pleinement et on a été accompagné dans la réflexion pour arriver là. Donc aujourd'hui on a identifié 4 zones. On a 4 zones, une zone accueil des prélèvements, une zone laboratoire où on fait où on a un risque toxique et microbiologique, et une zone technique où on a un risque toxique. Donc ces zones laboratoires et techniques, on les a imaginées avec un espace ouvert central où on a vraiment essayé de supprimer l'ensemble des couloirs et des pièces qui sont organisées autour. Et cette organisation nous convient parfaitement aujourd'hui et on va d'ailleurs la reproduire dans le nouvel hôpital qu'on est en train de créer. Donc moi je vais compléter sur une expérience donc pour nos sites. Le travail avec le programmiste, notamment sur les laboratoires de génétique et d'anapath, a été particulièrement important parce que le programmiste a remis en cause complètement nos fonctionnements et notamment l'organisation des postes de travail qui étaient plutôt des postes actuellement dédiés, c'est-à-dire un agent, un poste de travail. Et là, le programmiste nous a fait revoir complètement ce schéma et sachant qu'il avait l'expérience d'autres hôpitaux et c'est ce qui fait qu'il parlait le même langage que les utilisateurs. Contrairement à, j'ai envie de dire, l'ingénieur biomédical et l'ingénieur travaux qui connaissaient ces laboratoires mais qui n'avaient pas le retour d'expérience. Donc il y a eu réellement des échanges et des modifications de pratiques et finalement un consensus à la fin. Parce qu'au début, les utilisateurs n'étaient pas forcément d'accord. Mais c'est l'objet. Je sais pas s'il marche. Un écueil. Alors là, je vais parler en tant que programmiste. On parlait des facteurs clés de réussite. On connaît aussi les facteurs clés d'échec, quoi. Le premier, c'est le temps. Plus on va modifier les organisations, plus on va avoir besoin d'avoir une certaine maturité
dans la prise en compte même de cette cible. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Alors, on parlait de l'obtention d'un consensus à la fin d'une période de concertation. On a beaucoup insisté sur la concertation et les échanges. L'obtention du consensus ne se fait pas naturellement, même si on parle le même langage. Alors, un des premiers écueils, c'est le temps. Alors, il y a des fois, il y a des opérations qui commencent, qui s'arrêtent, qui repartent. C'est jamais négatif, parce que du coup, on gagne sur cette période de maturité. Donc, je pense que moi, le premier écueil, c'est véritablement laisser le temps, non pas au programmiste, en fait, de mener sa mission, mais de pouvoir laisser le temps aux futurs utilisateurs de se projeter. Et de concevoir que mener le changement, c'est compliqué, et accepter le changement, ça l'est encore plus. Donc, souvent, on bloque à ce niveau-là. Voilà. Après, il y a d'autres éléments de blocage. C'est une mauvaise, peut-être parfois, une difficulté dans le schéma directeur à avoir positionné, alors on parle de restructuration là, mais positionné une opération de restructuration alors qu'il était vraiment trop délicat d'y aboutir, et que la partie faisabilité faisait que on n'y arrivait pas, quoi. Et là, on tourne en rond parce qu'on essaye de... Voilà. Donc, il faut bien définir quand même les contours même d'un projet de restructuration en fonction de ce qui est possible avant la faisabilité, quoi. Donc voilà, c'est les deux éléments. Quand je parle de faisabilité, c'est aussi bien spatiale, technique que financière. Voilà. Faut pas se leurrer, quoi. Il y a un moment, on n'arrive pas, on n'est pas magicien. Voilà. Alors du côté de l'utilisateur, qu'est-ce qu'on a raté? Parce qu'effectivement, il y a toujours des petits ratés. On est absolument ravis de l'organisation générale de nos pièces. Après, il y a des toutes petites choses absolument idiotes. La taille des lave-mains, par exemple, qui se sont avérés être trop petits. On n'a peut-être pas suffisamment décrit comment on voulait nos Sorbonnes. On a mis Sorbonne avec point d'eau, et on se rend compte que sur certaines Sorbonnes, la manière dont on travaille n'est absolument pas ergonomique, puisque le point d'eau, il est vitre baissée, il est trop loin. Voilà, ce genre de petites choses, mais ce sont vraiment restés des petites choses. Non. Ce qu'on appelle le tome 1 d'un programme, alors qu'il soit en construction ou en restructuration, concerne en effet les usages. Nous, on décrit énormément, quand je parlais du process, c'est-à-dire la description du process même, alors c'était très large sur la biologie, pas que sur l'anatomopathologie. On se force, nous, à décrire le plus possible en fait le fonctionnement futur du laboratoire, de manière à ce que la maîtrise d'œuvre, parce que on a parfois la chance, là j'étais à l'assistance à la conception, pas la programmation, mais à l'assistance à la conception, et on a travaillé avec Sébastien pour décrire les fonctionnements. Lorsque l'on programme, c'est pas forcément nous qui allons continuer derrière pour assister la maîtrise d'œuvre. Donc on se veut d'être le plus descriptif sur le fonctionnement, en effet, sur les usages, de manière à ce que les équipes de conception se projettent également, en effet, sur le quotidien, l'ergonomie du technicien et autres. Donc on essaye de décrire le plus. Après, il ne faut pas tomber dans quelque chose qui devienne illisible, parce qu'on a affaire derrière à des ingénieurs et des architectes qui lisent. Quand on est dans de la biologie, ça devient vite extrêmement complexe. À la fin, on ne comprend plus rien. En fait, on veut être descriptif et on ne l'est plus. Donc, en effet, il faut être assez synthétique, mais c'est plus une notion de flux et de process, de décrire des pratiques, que de véritablement expliquer le fonctionnement, parce qu'on va rentrer dans du scientifique et là, on perd tout le monde.